Christine Fréchette a été assermentée il y a exactement 2 mois comme première ministre en devenant chef, on le sait, de la coalition Avenir Québec. On la reçoit ce matin pour faire le point sur quelques dossiers chauds à quelques mois des élections. Madame Fréchette, bonjour. Oui, bonjour, M. Lagacé. Première question, on va y aller avec les faciles pour commencer. Vous avez l'air d'avoir du fun à être première ministre. C'est un fait. Écoutez, vraiment, je suis heureuse dans ce poste-là. Je me sens à l'aise. Je suis tellement bien accompagnée. C'est sûr que ça a été intense, mais c'est ce que je souhaitais aussi parce que les Québécois ont des besoins importants, urgents, auxquels il faut répondre. Et puis, je pense qu'on a réussi à faire pas mal de chemin en à peine 58 jours. Et puis, je vais garder le rythme. Alors, j'ai avisé les journalistes vendredi passé. J'ai dit, reposez-vous bien en fin de semaine là, parce que le rythme va être maintenu. Où est-ce qu'on apprend le cours? Où est-ce qu'on prend le cours Première ministre 101? Qui nous guide là-dedans? Ben, en fait, c'est ça. Faut avoir cumulé un certain nombre d'expériences dans la vie, je pense, d'expertise. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai été active dans plusieurs univers différents. Hein. À la fois celui du développement économique métropolitain. J'ai été dans le mouvement des femmes. J'ai fait beaucoup de médias à l'époque où j'analysais la politique américaine. Puis c'est le cumul d'un peu tout ça. Puis j'ai été entrepreneur aussi. Puis c'est le cumul de tout ça qui m'aide aujourd'hui. Je pense que tout ce que j'ai fait contribue aujourd'hui à m'aider à assumer ces responsabilités-là. Mais avez-vous consulté, disons, une ancienne première ministre, d'anciens premiers ministres pour un peu comprendre ce que peu de personnes ont compris dans cette fonction-là? Bien, M. Legault, oui, M. Legault m'a aidé parce qu'avant que je prenne les rênes, là, on s'est rencontrés à 2 occasions, je vous dirais. Puis il y a eu des bonnes discussions, puis il m'a fait ses suggestions, puis il m'a partagé sa vision des choses. Puis ça a été important. Là. Ça a été comme un apprentissage aussi. Je le voyais aller depuis un certain nombre d'années. Donc ça aide aussi quand on a fait partie de l'équipe auparavant. Puis c'est aussi d'autres dirigeants, Jean Charest, Lucien Bouchard, que je rencontre au fil de différentes activités qui m'aiguillent parfois. Donc ça peut être aidant, ça aussi. Parlons de la session qui a pris fin vendredi dernier. Courte session. Ça s'est déroulé très rapidement. Il y avait un embouteillage, Mme Fréchette, de projets de loi dans la machine parlementaire. Certains sont passés, certains ont été abandonnés. Lequel était le plus important pour vous? Ah ben écoutez, c'est une série là, de projets de loi pour moi qui étaient importants. C'est sûr que la loi de Claire, là, qu'on appelle aussi Gaby Renault, pour moi, c'était une symbolique importante parce que, ben, vous le savez, j'ai été active dans le mouvement des femmes. Il y a beaucoup encore à faire au niveau de la protection des femmes victimes de violences conjugales. Notre gouvernement a fait énormément au cours des dernières années, mais je trouvais que cette loi-là, symboliquement, était importante et puis concrètement aussi parce qu'elle va donner accès à des informations précieuses à des femmes qui peut-être soupçonnent leur nouveau conjoint d'avoir des antécédents judiciaires. Puis les boissons énergétiques, j'étais très contente là, qu'on arrive avec un consensus là, entre l'ensemble des parlementaires parce que j'avais rencontré là, les parents de Zachary Miron. Jeune Zachary, vraiment, puis j'étais très touchée par leur situation, puis de voir à quel point ils ont transformé ce drame personnel-là en initiative qui bénéficie à toute la population, puis la communauté, puis particulièrement les jeunes. Pour moi, ça me renversait. Alors, je suis très contente qu'on ait été au rendez-vous pour les soutenir là-dedans. Mais le projet de loi sur la Constitution du Québec, qui était porté par Simon-Jolin Barrette, là, n'a pas été adopté. Puis je dois vous dire, dans vos déclarations publiques, Mme Fréchette, là, j'ai jamais senti que vous étiez vraiment à l'aise. Je ne sais pas avec quel parti. C'était-tu le processus? Est-ce que c'était sur le fond de cette Constitution-là? Votre bug, c'était quoi? Bien, en fait, on a besoin d'adhésion là, pour un projet de la sorte, de cette nature-là, quand il s'agit d'une constitution. Puis je sentais qu'il n'y avait pas suffisamment d'adhésion. Donc, moi, cet élément-là me questionnait parce que d'adopter une constitution à l'encontre de l'ensemble des partis d'opposition, pour moi, c'est un peu le contraire de ce que devrait être une constitution. Donc, c'est important comme document, c'est important comme pièce législative parce que c'est fondateur. Puis je veux saluer le travail de Simon-Jolin Barrette parce qu'il s'y est consacré vraiment plusieurs mois. Maintenant, il nous faut davantage d'adhésion. Alors, il y avait un dilemme qui se posait. Moi, je dis que c'est que partie remise. Parce que je pense qu'il va falloir que le Québec ait une constitution et il va falloir la travailler avec peut-être une approche différente ou encore du contenu différent à réfléchir de quelle manière on va s'y prendre pour la suite. Mais pour moi, c'est que partie remise. Si vous êtes élu première ministre du Québec, bien, il y aura une constitution du Québec sous votre premier gouvernement. Bien, c'est ce qu'on va mettre de l'avant. OK. Vous avez fait une annonce avec Mark Carney, annonce spectaculaire, 10 milliards d'argent fédéral pour des projets d'infrastructures de toutes sortes, là, principalement en transport au Québec. Je vous regardais avec M. Carney. Vous avez l'air de bien vous entendre avec lui.
Tout à fait. Oui, oui. Le courant passe, comme on dit. Puis je trouve qu'il y a une approche de travail ou j'ai une approche de travail qui s'apparente à la sienne, au sens où on aime ça être pragmatique, concret, rapide. Et j'ai senti ça de sa part. Et j'ai senti une volonté, une ouverture, je vous dirais, par rapport à un certain nombre de nos demandes. C'est ce qui nous a permis aussi de conclure 5 ententes à hauteur de 10 milliards de dollars pratiquement. Donc ça, c'est d'impact parce que c'est du concret à la fois en santé, infrastructure d'éducation, infrastructure de transport. Donc pour le Québec, ça va être vraiment important, ces sous-là. Pourquoi vous avez réussi à vous entendre avec le fédéral, avec Carney, et M. Legault n'avait pas réussi à arriver à la même entente? Bien, faut voir qu'on a travaillé aussi sur la base de ce qui avait été réalisé comme discussion, comme négociation au cours des derniers mois. Fait qu'on n'est pas parti de zéro. On a construit à partir de ça. Maintenant, il y a peut-être des éléments pour lesquels moi, j'ai fait une plus grande ouverture. Comme par exemple, au lieu de dire, bien, il faut absolument qu'il n'y ait aucune exigence dans chacune des ententes que l'on aura, si la demande du fédéral, c'était de leur transmettre, par exemple, des informations déjà disponibles pour le public, ben, je me suis pas opposée. C'était pas une grosse concession pour vous? C'était pas une grosse concession parce que c'est de toute façon déjà sur des sites Internet. Alors, pour ce genre de demande-là, pour moi, il n'y avait pas un refus complet, là. Mais ce que vous dites, là, je décode ce que vous dites, c'est que pour le Québec, ça marche être dans le Canada. Ça peut marcher. Mais ça a marché là. Ça a marché là. Ça peut marcher, mais il faut défendre notre point de vue, il faut défendre nos demandes, coûte que coûte, s'assurer qu'on n'empiète pas sur les juridictions du Québec. Ça, c'est important. Donc, dans ces circonstances-là, moi, j'ai senti qu'il y avait une ouverture du fédéral et puis on a pu aller de l'avant. Mais il faut faire état de nos demandes. Ça, c'est incontournable. Mais là, vous me voyez venir, là. Il y a le référendum qui est dans le fond de l'air. Parce que si Paul Saint-Pierre Plamondon remporte un mandat majoritaire, on peut penser qu'il va tenir sa promesse et organiser un troisième référendum, sa souveraineté. Voteriez-vous oui ou non? Moi, je suis pas là. Je suis pour que le train reste en gare. Je suis pour que l'autobus reste en gare. Mais mettons que le train et l'autobus partaient. Non, moi, je vais travailler pour qu'il n'y en ait pas de référendum. Les Québécois n'ont pas besoin de ça. Ils n'en veulent pas eux-mêmes. C'est le pire moment là, pour tenir un référendum avec toute l'incertitude qui plane. Notre voisin au sud nous occupe assez de même. On n'a pas besoin d'avoir davantage d'incertitude, ni pour les citoyens, ni pour les entreprises. Alors, comptez sur moi pour travailler fort là-dessus. Mais là, vous me donnez une autre variante de la réponse que vous donnez souvent. Là, c'est comme moi, je suis dans le camp de camp des Québécois. Le camp des Québécois. Exactement, c'est ça la ligne, le camp des Québécois. Mais c'est quoi le grand mystère? Puis je vous pose la question parce que Mathieu Lacombe a dit « Moi, je voterais oui ». Jean Boulet a dit « Je voterais non ». Éric Girard, qui s'est déjà présenté pour les conservateurs fédéraux, dit « Je voterais non ». C'est quoi le mystère à la CAQ de dire dans quel camp on serait s'il y avait un référendum? Bien, c'est que nous, on veut travailler sur les demandes des Québécois, les préoccupations des Québécois, puis qui sont un meilleur accès aux soins de santé, qui sont une diminution de la pression sur le portefeuille, améliorer le coût de la vie. Bref, c'est ça, les préoccupations des Québécois. Puis je veux pas qu'on rentre dans un débat des vieilles chicanes référendaires. Là, on voit, là, la chicane reprend là, ces derniers jours. Nous, on n'est pas là. On est ailleurs. Les Québécois sont ailleurs et nous, on est ailleurs. On veut travailler sur les autres dimensions. Okay, je vais vous la poser autrement. 1er juillet, 24 juin, à quel moment de ces deux fêtes, de ces deux congés fériés, vous vibrez le plus? Ah ben moi, je vibre plus, c'est sûr, le 24 juin. Là, j'ai plus de déclarations parce qu'on est nationaliste. Donc, à partir du moment où on est nationaliste, c'est sûr que les demandes portées par le Québec traditionnel, puis la culture québécoise, l'identité québécoise, tout ça, c'est au cœur de notre plateforme, puis de nos préoccupations, puis de nos priorités. Même chose pour le développement économique. C'est que ça, c'est nos deux axes. Développement économique fort et puis défense de l'identité québécoise. Je reviens aux infrastructures, Mme Fréchette. C'est une de vos 5 priorités, là. Et chaque jour, les Québécois constatent, il y a des écoles, des hôpitaux, des routes, des canalisations sous les routes qui tombent en ruine. Chaque jour, on apprend qu'il y a une coupure d'eau, il y a un plafond d'hôpital qui tombe. 45 milliards, c'est le déficit de maintien des actifs pour ce qui est de la province. Et il y a des estimations pour ce qui est des municipalités qui nous amènent à 49 milliards de plus. Ça fait 90 milliards. Le budget du Québec, c'est 158 milliards. Comment on va payer pour ça?
C'est costaud. C'est sûr que c'est un défi colossal. Mais c'est quoi le mécanisme? Où on va aller chercher l'argent? Le mécanisme, c'est le ministre des Finances là, qui le possède, en fait, qui est en train d'identifier les priorités dans lesquelles on va investir au niveau des infrastructures, parce que pendant des années, il n'y a pas eu investissement suffisant dans le maintien d'actifs. Des années. C'est plusieurs gouvernements qui se sont succédés, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Fait que là, on arrive avec des infrastructures qui sont toutes à leur fin de vie, à peu près au même moment. Et la capacité de payer des Québécois, elle a ses limites. Donc là, on priorise, on a ciblé les établissements de santé avec le dernier budget. Donc, il y a beaucoup d'investissements dans ces établissements-là. Maintenant aussi, il y a d'autres enjeux comme au niveau du traitement de l'eau qui vont être importants. Je pense que les gens qui nous écoutent voudraient avoir une idée de qu'est-ce que vous allez présenter. Parce que c'est vrai, il y a des priorités. La CAQ a investi. On peut pas blâmer la CAQ là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est que nos infrastructures sont tellement vieilles, sont tellement désuètes, que même ça ne suffit pas. On parle de 90 milliards, qui est un peu plus de la moitié du budget annuel du Québec. Ce matin, là, avez-vous une piste de solution à présenter aux Québécois? Quelque chose, disons, peut-être un mode de financement exotique, original? Travailler davantage avec le privé, ça, moi, je l'ai dit en campagne. C'est quoi l'intérêt du privé à investir dans un aqueduc? Moi, je parle plus, par exemple, des écoles, des maisons des aînés, là où on peut travailler avec le privé pour qu'eux procèdent à la construction de ces établissements-là ou à leur rénovation, puis qu'ensuite, ils puissent louer ces espaces-là. Donc, sans avoir... Dans des écoles? Oui, par rapport à des nouvelles écoles. Supposons que le privé, ça je l'ai dit souvent en campagne, le privé pourrait construire des établissements et puis le gouvernement s'assure en fait de signer une entente de location de ces espaces-là. Puis c'est l'entretien est à la charge du privé et le gouvernement, bien sûr, se charge de 100% du contenu de l'enseignement. Tout ça, il n'y a rien qui est altéré là-dedans. Mais au niveau de la bâtisse, je ne suis pas sûre que c'est le gouvernement qui est le plus efficace en matière de construction pour ce qui est de la rapidité puis des coûts. On le sait, quand on travaille avec le privé, ça va plus vite puis souvent 10 à 15% de frais qui sont sauvés. Pour les routes, est-ce que vous êtes ouverte à une forme ou à une autre de péage sur les routes au Québec? Je dis pas non. Je pense qu'il va falloir considérer la chose. Est-ce que je suis là? Non. Est-ce que je pourrais être là? Après analyse, on verra. Mais je pense qu'il ne faut pas éliminer d'emblée là, des mesures comme celle-là, mais en considérer un grand nombre là, de ces ajustements-là ou des façons de faire différentes. Est-ce que ce sera ça? À voir après analyse. Parlons de santé. Il y a un éditorial de Stéphanie Gramont qui était frappant la semaine passée dans la presse. Les médecins imaginaires. C'est-à-dire qu'il y a eu des ententes de prise en charge collective. Les médecins ont été rémunérés pour ça après une entente avec le gouvernement. Et ce qu'on constate, c'est que les Québécois qui sont dans un GMF, par exemple, ont beau avoir un médecin, ne peuvent pas voir un médecin. En quoi la santé sous la CAQ est plus optimale au terme de l'accessibilité pour les Québécois que c'était sous Philippe Couillard et les libéraux? C'est concrètement là où ça s'est amélioré. Bien, c'est sûr que la situation là, que vous me décrivez et qui est décrite par l'article est très préoccupante. Là, puis je comprends très bien la frustration des gens là, d'être inscrits à un groupe de médecine familiale, mais de ne pas nécessairement avoir accès. On a vu dans l'article que l'accès au rendez-vous peut varier quand même de manière importante, là, mais il y a des régions pour lesquelles c'est inacceptable, là, que c'est juste pas disponible à un niveau le moindrement acceptable. Donc, nous, on a demandé à Santé Québec et également à la FMOQ de cibler des solutions rapidement pour que ça change. Là, on est content parce qu'on a quand même plus de 550 000 Québécois qui ont été associés à un groupe de médecine familiale ou à un médecin. Associés, Mme Fréchette. Associés, je sais que avoir un médecin, c'est pas le voir. Voilà. Vous Alors, reconnaissez ça? C'est pour ça qu'on demande à Santé Québec puis à la FMOQ de nous trouver des solutions rapides. Et ça, c'en est un changement. C'est pas encore... on continue à travailler sur les changements. Le dossier santé numérique aussi, on continue à le déployer. Ça, c'est des changements quand même qui vont nous permettre de passer dans un autre mode, notamment sur le plan informatique. Là, on va lâcher l'ordifax. Mais je reviens à ma question. Est-ce que les Québécois ont un meilleur système de santé après 8 ans de CAQ qu'après 4 ans de Philippe Couillard? Moi, je pense que oui, il y a des améliorations, notamment parce que on a davantage d'inscriptions de Québécois et au groupe de médecine familiale, le dossier santé numérique. Mais on ne voit pas plus nos médecins.
Bien, ça dépend de la région. On l'a vu, hein, à Montréal, à Laval, c'est quand même tout à fait respectable. On parle de 1 2 de gens qui ne trouvent pas le rendez-vous, qui n'ont pas le rendez-vous qu'ils souhaitaient. Donc ça, il y a des régions où quand même c'est acceptable, mais il y a des régions où c'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'on travaille. Mais néanmoins, le travail est en train de prendre place, le changement est en train de prendre place. Et ça, c'est important, les signatures d'entente que l'on a avec les médecins spécialistes, médecins de famille aussi. Ça va nous aider pour la suite. Capitation aussi, ça va changer la façon de procéder des médecins. Je comprends. Là, on est dans le macro, là, dans le big picture, Mme Fréchette. Là, mais chaque jour, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « Pas capable de voir mon médecin, obligé d'aller au privé, je poirote aux urgences. » Honnêtement, si c'est mieux que sous les libéraux de Couillard, j'aimerais ça. Je vais vous donner une autre occasion de me convaincre parce que je ne suis pas convaincu. C'est pas parfait, loin de là, puis on continue à faire le travail, mais il y a eu quand même des améliorations. Lâcher l'ère du fax, on s'entend qu'on était rendu là depuis un maudit bout. Alors là, on a mis ça en place à travers 2 projets pilotes et on est en train de faire les ajustements pour que ça puisse être déployé à grandeur du Québec. Ça va être un accès direct pour vous, pour moi, pour tous les citoyens à nos dossiers de santé en temps réel. Même chose pour les médecins. Donc, on n'aura plus besoin de relater tout ce qu'on a fait, les gens qu'on a rencontrés, les rendez-vous antérieurs. Tout ça va être codé puis inscrit dans notre dossier numérique. Donc, ça, c'est du changement concret là, quand on parle. Vous, votre médecin de famille, si vous en avez un, est-il au public ou au privé? Il est au public. Il est au public, puis je n'ai pas eu à le voir beaucoup. Puis je sais que sa disponibilité en tant que médecin de famille n'est pas à 100 Non. Il y a 2 jours dans la semaine où elle est disponible. Alors, si je suis malade en dehors de ces 2 jours-là, ça va moins bien. Filière batterie maintenant. J'ai vu les réponses du gouvernement, la vôtre, au rapport de la vérificatrice générale du Québec. Ce que je décode de la réponse du gouvernement à ce rapport dévastateur, Mme la première ministre, c'est tout va bien, elle a mal calculé la VG et l'avenir va prouver que ça a bien été. Non, il y a des recommandations qui sont mises de l'avant qu'on veut mettre en place. C'est important de donner suite aux recommandations de la vérificatrice générale. Il y a eu des enjeux au niveau de la filière batterie, notamment un manque de structure, je vous dirais. La plus grosse erreur, ça a été quoi? D'avoir, je pense, trop investi dans ce qui peut être qualifié de start-up. Ça, pour moi, on s'est trop engagé financièrement dans 2 entreprises, Nordvolt, Lyon, qui aujourd'hui génèrent 95 des pertes de la filière batterie. 95 Fait que ces deux entreprises-là, pour moi, on n'aurait peut-être pas dû être aussi engagés que ça. Trop de décrets? 1,9 milliard sur 2,2 en décret sans passer par les processus habituels, c'était une erreur? Bien, il faut qu'il y ait davantage de processus planifiés et c'est ça qu'on va avoir à renforcer sur la base des recommandations, justement, de la vérificatrice générale. Il faut qu'on change l'orientation. Il ne faut pas penser que tout est terminé avec la filière batterie. Loin de là, il y a encore plusieurs projets. Mais on a quand même perdu 700 millions selon la VG. On a quand même perdu trop d'argent et ça, j'en conviens. Et c'est ça pourquoi il faut changer les façons de faire. Puis moi, quand je suis arrivée à l'économie, j'ai tiré à plug, comme on dit, sur Nordvolt, sur le financement public à Nordvolt puis à Lyon. Et j'ai demandé la mise en place d'un cadre financier pour le FDE. Donc, il y a quand même des éléments qui sont positifs. Puis il faut rappeler aussi qu'il y a un certain nombre de projets. Si je pense au parc industriel de Bécancour, là, on a 1000 personnes quand même qui travaillent là, à la filière batterie. Donc c'est quand même des emplois. Puis c'est des retombées aussi pour les PME du Québec. Juste pour le parc industriel de Bécancour, il y a eu pour 2,5 milliards de retombées pour des PME du Québec. Donc, pour dire que la filière batterie, il faut qu'elle soit ajustée en termes de planification, en termes de gestion, mais n'en demeure pas moins que ça nous aide à nous positionner dans un secteur qui va aller croissant au fil des prochaines années. Il y a quelqu'un au gouvernement, un fonctionnaire, qui donnait des informations au journaliste Thomas Gerbet. Cette personne-là a fait l'objet d'une enquête. L'UPAC est débarqué dans le dossier pour essayer de trouver c'était qui. Êtes-vous d'accord qu'on ait appelé l'UPAC? Mon sous-ministre, moi, m'a appris aussitôt qu'il y a eu la divulgation d'un document là, par un député du Parti libéral, m'a appelé pour me dire « J'ai appelé l'UPAC, je n'avais pas le choix. » Mais êtes-vous d'accord avec ça? J'ai dit « Pourquoi? » Parce qu'il dit « Ça peut porter à des délits d'initiés. » Ce qui apparaît dans ce tableau-là, ça peut amener pour les entreprises qui sont cotées en bourse. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Parce que le gouvernement n'est pas la partie lésée s'il y a un délit d'initié. Écoutez, c'est à l'UPAC de voir si ça relève d'elle ou pas. C'est pas à moi de décider. Vous êtes d'accord que l'UPAC serve à traquer des fonctionnaires? Non, c'est pas ce que je dis. Mais vous n'avez pas l'air d'être contre. S'il y a des enjeux qui requièrent l'expertise de l'UPAC, puis je ne sais pas si délit d'initié, ça correspond à leur mandat à eux, à l'UPAC. Si c'est le cas, je pense que c'est normal qu'il soit là. Si c'est pas le cas, il ne faudrait pas qu'il soit là. Le fonctionnaire a été congédié.
Moi, on m'a dit, je ne sais pas lequel fonctionnaire. On m'a dit qu'il y a plusieurs mois, un fonctionnaire a été congédié. C'est ce qu'on m'a dit. OK. Pour la perte des 700 millions, là, y a-t-il quelqu'un au gouvernement qui a été congédié? 700 millions, c'est pas encore Pour les pertes confirmé. de la filière batterie, est-ce que quelqu'un a été congédié? Je sais pas. J'ai pas de réponse pour vous là-dessus. Mais C'est un peu paradoxal. Est-ce que délit d'initié, ça équivaut à perte d'argent dans le cadre d'une politique industrielle? Il n'y a pas aucune Il n'y a pas politique. eu de délit d'initié de prouver, là? Non, mais s'il y en a... Mais il y a quand même quelque chose d'absurde, Mme Fréchette. Le gars qui coule des informations qui sont vraies se fait sacrer dehors, puis il n'y a personne, des fonctionnaires, des élus qui ont dépensé, qui ont gaspillé 700 millions, peut-être plus, qui est congédié. Délit d'initié, c'est Il n'y a pas eu de autre délit chose. d'initié. Ben oui, je Mais non. ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, Ben- mais si vous montrez à l'écran des informations qui sont stratégiques et hyper confidentielles, et c'est ce qui a été fait, il peut y avoir des délits d'initié parce que ces entreprises-là, en partie, sont cotées en bourse. Et donc, ça peut générer de la manipulation. Information, Mme Fréchette, qui était publique jusqu'à ce que vous arriviez. Non, pas du tout, parce que ce qu'a montré le député libéral, là, Monsef Déragi, oui. ce ne sont pas des demandes de mégawatts octroyées et autorisées par les entreprises. Ce sont des demandes de mégawatts au gouvernement puis à Hydro-Québec. Donc, c'est un autre. Et ça, ces demandes de mégawatts-là, ça peut révéler des secrets, des procédés industriels. Madame Fréchette. Non, un instant, Madame c'est Fréchette, important. Madame c'est Fréchette, important. non, regardez, quand on fait affaire avec Hydro-Québec, là, Oui. on ne fait pas affaire avec la compagnie d'électricité du Texas, qui est une compagnie privée. Ça vient avec un devoir minimum de transparence. Mais ce n'est pas un devoir minimum de transparence que d'étaler sur la place publique les demandes de mégawatts d'entreprises qui cherchent à protéger les investissements qui souvent se chiffrent en dizaines de millions de dollars, voire en centaines de millions de dollars, puis j'ai des cas précis en tête, et qui cherchent à se positionner à l'international à l'encontre de la Chine ou d'autres compétiteurs. Et là, on a un député de l'opposition qui, lui, trouve pertinent d'afficher ces demandes-là puis ces informations-là qui sont hyper Mais confidentielles pourquoi on et ne laisse pas ces stratégiques. compagnies-là porter plainte à la police? Pourquoi c'est le gouvernement qui le fait? Ben, c'est que c'est le gouvernement qui rassemble les informations d'un grand nombre d'entreprises. Et je pense qu'on a la confiance des entreprises qu'on va protéger ces données-là. Et ces données-là ont été divulguées par un député de l'opposition, qui d'ailleurs a reconnu que c'était grave, ce qui avait été fait. Donc, il a accepté que la vidéo soit retirée, la vidéo dans laquelle on voyait ce tableau-là, parce qu'on porte préjudice à la confiance que les entreprises accordent au gouvernement. Là, si les entreprises se mettent à dire, ben écoutez, si vous voulez faire à d'autres entreprises de leur secteur, si vous voulez faire des demandes de mégawatts au gouvernement et à Hydro-Québec, sachez que ça se pourrait que ça se retrouve sur la place publique. Tu sais, c'est pas de nature à garder une confiance forte. En terminant, ça va être un gros été. Les élections s'en viennent. On va tomber en période préélectorale très rapidement. Avez-vous des plans de vacances? Oui, fin juillet, là, genre pendant le moment des congés de la construction. Là, j'espère prendre quelques jours off. Là, Au Québec, avec mon conjoint. ailleurs? C'est pas décidé encore. On a fait des tentatives là, de réservation en fin de semaine. Bon, c'est pas encore booké, comme on dit. Mais oui, je veux prendre un petit temps off. Puis j'ai recommandé aussi au caucus de faire de même, là, parce que ça va être après ça très exigeant, on le sait. J'en ai vécu une course cet printemps, cet hiver là, de 3 mois. J'ai adoré ça, mais en même temps, c'est très exigeant. Fait que j'ai hâte de repartir pour une course plus générale, élection générale. Bien, bon été, Merci. bonnes vacances. Merci. Et on se reverra à l'automne, à la fin de l'été. Avec grand plaisir. Puis pour bonnes les vacances élections. à vous aussi. Je pense Merci. que c'est votre dernière semaine. C'est ma le dernière temps des semaine. vacances. On va en profiter, je vous le promets. Okidoki. Merci beaucoup. C'était Merci. Christine Fréchette.